Bienvenue dans mon émission Parlons mieux, parlons bien, où on parle de musique, de cinéma, d'art. Aujourd'hui on parle surtout de musique avec Sonic M, beatmaker, producteur, DJ. C'est parti. Je suis en compagnie de Sonic M pour mon premier épisode de mon podcast Parlons mieux, parlons bien. Donc Sonic M, à la base, t'es rappeur, DJ et surtout beatmaker. Oui. Et tu fais DJ dans plein de clubs dans Paris et aussi dans le monde, tout simplement. Et avec ce qui se passe en ce moment, donc les restrictions sanitaires à cause du Covid, fin des clubs, rentrer chez toi à 21h et tout, comment t'as fait pour contrecarrer ce genre de problème Je vais pas dire qu'on va contrecarrer parce que c'est pas possible. On va refaire la chronologie. En fait, le confinement a commencé le 15 mars. Personne ne s'y attendait. 3 jours avant, j'étais en soirée encore. On faisait des grosses soirées à Paris. Au départ, ça devait durer 2 semaines. Ça a duré un peu plus longtemps. Donc on s'est reposé, on a dormi. Et puis au bout d'un mois, on avait suffisamment dormi. Donc on a commencé à se poser des questions. Alors on a regardé Netflix, mais après au bout de 2 mois on s'est dit bon on va falloir se remettre au boulot. Je pense que tu as vu que sur les réseaux sociaux ça, comment on dirait, pullulait de live stream, de DJ dans le monde entier. Les plus connus ont été les lives de David Guetta et de Bob Sinclair en France qui ont vraiment été des trucs vraiment cool. La première étape ça a été celle-là, c'est que en gros t'es artiste, tu peux plus travailler mais tu continues à pratiquer ton art. Grâce aux réseaux sociaux. Donc à faire des mix en live et tout, donc moi j'en ai pas fait en fait finalement, c'est les autres. Parce qu'en fait il y en avait tellement qu'au final je me suis dit que ça servait à rien et que en tant qu'artiste et en étant en tant qu'artiste professionnel mais indépendant, je considérais aussi le fait de fournir, de donner des mix live gratuitement aux auditeurs, c'était pas réellement une bonne idée. Aussi souvent parce que les DJ mixaient tous les jours. Donc pour moi c'était pas vraiment une bonne idée parce que ça allait habituer l'auditeur à un contenu gratuit alors que c'est ma source de revenus en tant qu'artiste. Et autant David Guetta il peut se permettre parce que c'est des sponsors qui payent et que Bob Sinclair il aura pas de problème parce qu'il va retrouver des dates facilement, mais moi si les gens ils ont l'habitude de se dire Sonic M je l'écoute gratuitement, je perds, c'est plus compliqué. Donc en vérité, je n'ai pas travaillé de stratégie, j'ai juste essayé d'apprendre un peu plus sur mon métier, donc c'est-à-dire sur la partie numérique, je dirais le dernier mois du confinement. Ensuite, pour moi, le confinement, pour beaucoup de gens, pour eux, le confinement s'est arrêté au bout de 3 mois. Mais moi, le confinement, techniquement, il s'est jamais arrêté. Mais parce que après le déconfinement, les boîtes étaient toujours fermées. Les clubs étaient toujours interdits d'ouverture, même avec des protocoles stricts, c'était pas possible. Donc en fait, pour nous, pour mon milieu, ma catégorie d'artistes et d'entrepreneurs, on est toujours confinés en fait depuis le 15 mars. Et faut imaginer qu'il y a des entreprises, des clubs qui depuis 6 mois ne travaillent pas. Et un club, ce n'est pas qu'un DJ, mais c'est plus d'une centaine de personnes dans le club qui travaillent au bar, au service, au nettoyage, à la sécurité, à la comptabilité. C'est beaucoup de gens. Et puis plus tous les partenaires, les fournisseurs. Parce que les fournisseurs, si le club ne fonctionne pas, eux ils peuvent pas fournir, ils ne travaillent pas non plus. Donc ça bloque tout un système économique qui est énorme en France, qui génère des milliards d'euros concrètement. Donc pour nous c'est extrêmement difficile. Donc pour revenir, c'était un peu pour placer un peu le contexte, mais pour revenir sur ta question, comment je me suis retourné, comme je te disais, la première chose que j'ai fait c'est en apprendre un peu plus sur les outils que je connaissais déjà, mais qu'au final, comme on travaille à l'extérieur, en réel avec les gens, le virtuel, tu l'utilises, mais on va dire tu l'utilises à la surface. Voilà. Là, pour le coup, apprendre vraiment comment se servir des réseaux sociaux et les transformer en un outil qui puisse devenir quelque chose presque pas de rentable, parce qu'en si peu de temps, c'est compliqué, mais qui puisse peut-être générer du flux au long terme, qui puisse générer des revenus, etc. C'est très intéressant. Donc j'ai travaillé dessus.
comme tu le sais, je suis aussi professeur, conférencier. Donc je fais pas mal de conférences sur le développement artistique, la communication, l'événementiel justement, et quelle stratégie pour les artistes. Donc actuellement, je travaille justement sur une nouvelle formation autour de ça, sur comment sortir un produit musical dans ce type de période, et ça fonctionne même en dehors de ça. Et c'est vraiment tous ces sujets qui sont l'utilisation des outils numériques pour continuer à développer une activité qui de base ne se pratique uniquement qu'en présentiel, en fait, qu'avec des gens. Comment tu la transformes dans une boîte et transformer ça en digital, voilà, en digital, de physique à digital. Voilà, c'est ça, parce que en fait toute l'économie, Live Nation, toutes les grosses boîtes, elles développent des concerts en ligne, elles développent des contenus, on essaie de créer des contenus exclusifs pour que les gens puissent venir s'abonner, s'accrocher, enfin voilà, créer oui, comme je disais, du contenu et des sources qui vont pouvoir, on l'espère, devenir des sources de revenus dans un futur proche. Ouais, bah, du coup, c'est toute l'évolution de la musique depuis le début, de passer du physique au digital. C'est ça. Après, rien ne remplacera un bon concert, et un bon live, etc. Mais dans une situation comme celle-là qui est inédite, c'est clair qu'il fallait trouver des solutions. Donc comme je te disais, beaucoup de DJ ont proposé beaucoup de live. Moi j'en ai fait quelques-uns au mois de juin justement, parce que quand le confinement s'est terminé, je me suis dit bon, les DJ, on va reprendre le boulot. Moi les lieux avec qui je travaillais à Paris, eux sont restés fermés, donc je me suis dit je vais proposer quelques lives. Donc pendant quelques semaines j'ai fait des lives DJ depuis chez moi, mais j'ai très vite arrêté parce que au final, comme je disais, ça servait pas à grand chose, il y en avait tellement, et puis les gens, ils étaient retournés au travail de manière générale, ou en tout cas les gens ils essayaient d'y aller, et clairement un mix de DJ, je suis pas sûr que c'était quelque chose de pertinent à ce moment-là. Ensuite il y a eu l'été, j'ai pu faire quelques dates, depuis la rentrée assez rapidement. On s'est retrouvé de nouveau dans une situation de confinement pour l'économie, parce que tout le monde pensait que ça repartirait. Et au final c'est encore pire. Ça ralentit encore et c'est encore pire. Donc voilà, c'est pour ça que moi, en tant qu'entrepreneur, je me focalise sur tous les outils et les contenus que je développe, que sont mon magazine. Donc j'ai Blender, qui est mon magazine d'art, de culture, dans lequel je parle de tous les artistes indépendants avec lesquels je travaille et avec lesquels j'aimerais travailler ou dont j'aime beaucoup le travail. Donc là, depuis la rentrée, je suis en train de redévelopper une nouvelle équipe de contributeurs qui vont proposer des contenus intéressants. Je travaille sur la musique, donc comme tu sais, donc je suis producteur de musique, donc là c'est le côté positif des réseaux sociaux. J'ai pu connecter des artistes en Suède, j'avais déjà beaucoup de contacts au Brésil, au Japon, en Afrique, en Angleterre ou en Europe de l'Est. Donc là je suis en train de faire des morceaux avec tous ces artistes là, et ces morceaux vont sortir au fur et à mesure en fait. En gros, dès qu'un morceau est terminé, qu'il est prêt, on le sort. Si on peut pas le clipper, on essaie de faire ce qu'on appelle des lyrics vidéo ou des vidéos d'animation, et puis on essaie d'avancer dans ce sens-là. Donc Sonic M, tu fais... C'est moi. Ça me fait toujours bizarre quand on... Oui. Tu fais depuis maintenant 1 an, tu produis surtout du beatmaking sur des sites professionnels dédiés à ça, aussi sur ton site internet, et donc tu es devenu plus producteur que beatmaker? Non, en fait, c'est presque ça, mais pas exactement. Okay. Je vais recentrer. En fait, donc j'ai toujours produit de la musique, mais depuis 3 ans, avant, je faisais ça avec d'autres gens. Donc, par exemple, quand je bossais avec des musiciens, je faisais un peu comme des artistes connus, mais en fait, je produisais, comme on dit, dans ma tête. Et quand j'allais voir les musiciens, je leur chantais la ligne de basse, je leur chantais les notes de piano. Ils le faisaient avec la qualité qu'eux, ils savaient. Et c'est comme ça que je composais. Après, il est arrivé un moment où j'ai voulu développer mon nouvel album à l'époque, quand j'étais vraiment dans la partie de ma carrière rappeur. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué de trouver des compositeurs qui me convenaient, des beatmakers, c'est le nouveau terme, mais c'est des compositeurs. Donc, je me suis mis à la composition, ce que j'avais déjà fait avant, mais que j'avais mis de côté. Comme je suis un voyageur et que j'aime travailler avec différentes personnes, c'est tout naturellement que je me suis mis à collaborer avec énormément d'artistes. Je sors des projets instrumentaux avec des musiciens ou même sur lesquels je rappe, mais j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes, donc au Brésil, au Japon, j'ai sorti un album avec des Japonais, un album avec des Brésiliens, des titres avec des Suédois, des Anglais. Donc ça c'est vraiment mon projet en tant que beatmaker et producteur, parce qu'en fait la différence entre un beatmaker et un producteur c'est assez simple. Le beatmaker c'est avec la personne qui compose et fait juste de la musique. Le producteur c'est la personne qui va au-delà de ça. Tu composes, tu fais la musique
mais ensuite tu payes l'enregistrement du studio, tu fais venir l'artiste, tu fais les visuels, en fait tu fais tout l'ensemble du produit qu'est la chanson. Tu promeus, tu permets à la chanson d'exister en fait. Alors qu'un beatmaker simple, il va faire le beat, il va le donner à un rappeur et puis voilà, c'est fini. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, tu postais beaucoup de choses autour de Beatstar et M-Tracks. M-Tracks, ouais. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu peux me dire sur ces sites internet. Qu'est-ce que c'est exactement pour les artistes de la musique? Beatstar en fait c'est le leader international de la vente de musique en ligne pour les artistes. C'est quand même à la base très tourné vers l'urbain, c'est-à-dire que tu es un rappeur, tu cherches des instruments, des musiques sur lesquelles tu vas pouvoir chanter et sortir un projet avec. Tu vas sur Beatstar et tu peux trouver tous les styles, rap, R&B, old school, boom bap, lofi, tous les styles qui existent. Et les producteurs mettent la musique dessus, c'est comme ça que tu crées un panel. M-Tracks, c'est une agence, mais c'est aussi un pool de producteurs que j'ai monté avec des amis suédois et anglais. Notre travail, là, c'est plus destiné vraiment aux professionnels de la musique, pas aux tout venants. Donc on travaille plus avec les labels, avec les artistes qui sont plus ou moins déjà installés. On propose basiquement la même chose, c'est-à-dire des compositions et ce qu'on appelle aussi tout simplement de l'écriture en fait. C'est-à-dire que toi tu veux sortir un projet, tu veux rapper, tu as un blocage, tu écoutes l'instru, tu aimerais bien poser dessus mais tu sais pas comment le faire. Nous on a des auteurs qui vont venir et qui vont te proposer des textes. Donc sur M-Tracks il y a un suivi sur les artistes, alors que sur Beatstar, non, c'est juste de la vente, ouais. C'est juste de la vente. C'est Amazon, mais pour les beats. Pour le son. Ouais. Donc il y a plusieurs types de ventes. Il y a celui où tu vends ton son à l'artiste, et donc ça devient le son de l'artiste. Il y a celui où tu touches de l'argent à chaque fois que l'artiste fait des ventes. Ouais. En fait, il y a 3, je crois. En fait, c'est en fonction des autorisations que tu as, en fait, de l'utilisation de la musique que tu achètes, en fait. La basique, c'est tu peux la prendre et faire un freestyle et poster sur YouTube. Le deuxième, c'est tu peux la prendre et sortir le morceau sur les plateformes de vente. Et après, le troisième, c'est la musique t'appartient totalement. Et donc, les droits te reviennent aussi. Tu peux faire ce que tu veux de la musique, voilà. Et en fonction de ça, le tarif, il change, il évolue. Et donc, le premier site, il n'y a pas de suivi. C'est juste, tu poses ton beat et les autres achètent. Et donc, la deuxième... là c'est clairement c'est vraiment un suivi de l'artiste. Voilà, c'est ça, on travaille ensemble. Il y a vraiment, c'est du travail entre l'artiste. C'est même presque différent parce qu'on est même presque sur du travail parfois même, et assez souvent sur mesure. Alors que dans l'autre, moi je vais mettre des beats que j'ai composés dessus, je les mets, puis je vais même pas voir. Si je regarde, si demain je reçois un mail et ok, vous avez gagné 100 € parce que tel vous a acheté ce beat là, je fais youhou, j'allais au grec. Voilà, mais sinon en dehors de ça, quand je suis sur M-Tracks, M-Tracks c'est vraiment, on travaille comme une agence en fait, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients. Donc nos clients sont des musiciens, nous avons des top liners, des auteurs, des compositeurs, etc. dont je fais partie. Moi je m'occupe de la division française, mais la boîte maintenant elle est internationale, donc comme je dis en Suède, en Angleterre, et on travaille sur le monde entier. Donc avec M-Tracks, est-ce que tu peux me donner un exemple d'artiste que vous suivez, que ce soit en France ou dans le monde entier? Je peux pas parce qu'en fait il y a des clauses de confidentialité. Donc en fait justement parce que même si tout le monde le sait, à part quand c'est Jean-Jacques Goldman ou des trucs comme ça, en dehors de ça, les artistes n'aiment pas dire sur tous les toits, c'est Sonic M qui a écrit mon texte que je chante et que tu crois que c'est moi qui l'ai écrit. Ah oui, donc c'est vraiment vous travaillez en tant que M-Tracks, vous travaillez en tant qu'auteur, donc c'est à dire que vous allez pas que faire la musique. Et oui, on va pas aider à écrire. On va pas aider, des fois on écrit totalement le texte de A à Z et on fait ce qu'on appelle les top lines. La top line, c'est quand tu chantes le texte à l'artiste pour qu'il rechante de la même manière. Voilà comment fonctionne M-Tracks et je pense que c'est un peu plus clair. Ok. Merci de ces explications, merci de cette discussion qui était vraiment intéressante. Merci. Où les gens peuvent te retrouver? C'est assez simple, tu vas sur mon site www.iamsonicem.com. IAM comme le groupe IAM, Sonicem, SONIKEM.com. Il y a les liens vers tout, M-Tracks, Beatstar, et puis surtout, important, allez sur mon site Patreon, qui est la plateforme dans laquelle vous pouvez me soutenir. En gros, soutenir les artistes, parce que c'est une période compliquée, mais même en dehors de ça, vous donner ça peut être 3 € par mois, ça me permet de continuer à faire mon activité d'artiste. Sonicem, here. Et les gens peuvent aussi te retrouver sur Instagram. Je suis partout. Ouais, partout, le futur tout sera dans la description. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez kiffé. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Pouce bleu. Si t'as kiffé. Ouais, ça n'a pas kiffé, Et abonne-toi.